Bonjour à tous, bienvenue dans notre événement Dreaming Bigger with Rails in 2021. N'hésitez pas dans le chat que vous voyez sur votre droite à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Donc là, je suis avec Clément et Timothée. On va attendre 1 ou 2 petites minutes avant de commencer que tout le monde arrive et se connecte. Très bien. Merci à ceux qui nous envoient des messages pour le son et la vidéo. C'est nickel. Bonjour à tous. Hello à tous. Alors du coup, pendant ces premières minutes, on va parler un petit peu de Hotwire, on va présenter un petit peu l'événement. Amélia, pour la suite, est-ce que tu peux Ouais. nous faire rêver un petit peu en nous teasant Tout à fait. Donc, un petit peu le programme de l'événement. Donc, typiquement au début de l'event, on va commencer par une rapide présentation, de l'événement et avec un topo rapide sur, ce qu'est Hotwire, donc par Clément, notre CTO chez Wizville, qui est donc là, qui a activé sa caméra. Ensuite, on va démarrer avec le panel, accompagné d'Algolia et Doctolib afin d'échanger un petit peu sur différents sujets, comme, l'impact du Covid-19 sur les roadmaps, produits, bien sûr aussi sur Hotwire, bien évidemment, et puis sur d'autres sujets et enfin, à 17:00, donc David Edmeyer-Hanson, autrement dit DHH, viendra nous rejoindre et on parlera bien sûr de Hotwire, de start-up et également de comment rêver plus grand sans se brûler les ailes en 2021. Merci beaucoup, Amelia. First of all, a small message for our viewers who don't speak French. Well, we encourage you to come back at 5 p.m. for our fireside chat with David Heinemeier-Hansen. So this first panel is going to be in French. We're sorry, all the person presenting are going to be in French. So the first part will be in French, but come back at 5 p.m. Paris time, and you will have a great fireside chat with David Heinemeier-Hansen about Hotwire, about startups, about innovation in the COVID world. So I'm switching back to French. See you guys at this moment. Thank you very much, and we apologize for the French. Je vais continuer en français. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cet event Dreaming Bigger with Rails et ensuite, Clément va vous présenter un petit peu Hotwire. En fait, chez Wizville, on pense que c'est le meilleur moment pour commencer à arriver plus grand pour l'écosystème tech français, parce qu'avec le Covid, la localisation n'a plus d'importance avec les lockdowns qu'on peut avoir partout. Et il y a pas mal de discussions sur le fait qu'on aurait gagné plusieurs années d'adoption digitale en quelques mois. Donc, on va poser ces questions-là, on va demander à DHH ce qu'il en pense. Mais nous, en tant que start-up de l'écosystème français, au final, on s'est posé la question, what does it take to dream bigger? Rêver plus grand, ça se décrète pas. Nous, on s'est rendu compte qu'en 2020, on avait fait des choses qu'on n'avait jamais fait par le passé. On a innové comme jamais. On s'est lancé dans les nouveaux pays. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu le Covid. Mais bon, rêver plus grand, ça se décrète pas. Et pour ça, il faut notamment savoir préparer son app, et son app Rails en l'occurrence, à évoluer dans le temps et utiliser les meilleurs technos. C'est pour ça qu'on voulait parler, quand on parle de Dream Big, on s'est dit, et si on demandait à DHH de venir nous présenter son alternative au développement d'applications web modernes avec Hotwire. Donc, il a accepté de venir nous parler. Donc, ce sera à partir de 17h. Mais après, voilà, si on parle de rêver plus grand, il y a des exemples dans la French Tech comme Algolia et Doctolib. Et on trouvait que c'était hyper inspirant de les faire venir parler de comment est-ce qu'ils ont fait pour scaler leurs apprails, pour scaler leur startup en même temps que leurs apprails ou inversement. Qu'est-ce qu'elles pensent d'Hotwire? Est-ce qu'elles vont tous basculer sur Hotwire un jour? Un peu compliqué peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'elles choisiraient Hotwire si elles créent une startup aujourd'hui? Et puis, un truc hyper intéressant, je pense, c'est comment est-ce que le Covid a impacté leur roadmap. Doctolib va avoir pas mal de choses à nous dire là-dessus. On va essayer de garder ça court. Donc, on va commencer avec Clément, donc notre CTO, qui va résumer ce qu'est Hotwire, comme on le disait. L'idée, c'est qu'on soit un peu tous au même niveau de compréhension. À toi, Clem. Déjà, bonjour à tous. Déjà, avant de vous parler de la technologie en elle-même, je pense que je commence par vous parler du problème que Hotwire cherche à résoudre. En fait, aujourd'hui, quand on veut faire un site web,
on a le choix en gros entre deux approches. Soit on le fait entre guillemets à l'ancienne en naviguant page par page. À chaque fois qu'on parcourt un lien, qui est un formulaire résolu, on recharge toute la page. Ou alors on veut que ça se comporte un peu plus comme une application, une web app, où du coup on met à jour seulement un morceau de la page lorsqu'un événement intervient. Pour la navigation page par page, il existe une tonne de solutions, de frameworks pour le faire super rapidement. Mais dès qu'on s'aventure sur le terrain de la web app, là, on se retrouve face à des stacks assez lourdes à mettre en place et finalement une perte de vélocité importante sur la mise en place de notre application. Du coup, l'idée et l'objectif derrière Hotwire, c'est de proposer une alternative front-end plus simple que les single-page applications traditionnelles, genre type React, Angular, Vue, etc., tout en préservant la rapidité et la fluidité associées au web app. Aujourd'hui, du coup, Hotwire est utilisé en production dans le gestionnaire de mail A développé par Basecamp, DHH son équipe. Voilà, si vous voulez jeter un œil, c'est cool. Maintenant, je vais entrer un peu plus dans la côté technologique. Du coup, Hotwire, en vrai, c'est l'association de trois briques, de trois technologies. Turbo, Stimulus, Strada. Je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, Turbo, qui est la brique principale, c'est pas une technologie qui est nouvelle, mais c'est la nouvelle version et le fait que ce soit beaucoup plus abouti, c'est ça qui est nouveau. Turbo, ça sert à quoi? Ça sert à recharger, streamer des modifications sur des morceaux de page et surtout sans utilisation explicite de JavaScript et plus par une convention d'attributs HTML. Actuellement, on le faisait déjà en bricolant un peu de jQuery. Enfin, on avait toujours des blocs de code moches et verbeux pour le faire. Et Turbo, son objectif, c'est de pouvoir proposer ça simplement. Turbo se composait du coup de trois choses. Premièrement, Turbo Drive. Turbo Drive, ça permet de relier des événements de navigation, des morceaux de page, à des attributs HTML. Et grâce à ça, on peut recharger qu'un petit morceau de la page. Et voilà. La deuxième partie s'appelle TurboFrame. TurboFrame, j'aime bien présenter ça comme les iframes 2.0. Donc, quand on va charger sa page, au lieu de tout charger d'un coup, on va pouvoir découper sa page en petits morceaux et du coup, les fragments vont charger en parallèle. Dans les iframes, il y avait des tonnes de limitations, des tonnes de problèmes. L'idée était bonne, mais l'utilisation galère. Là, l'idée, c'est que d'avoir une utilisation simple, sans toutes les restrictions. La troisième partie de TurboStream, ça aussi, très cool. En fait, ça va permettre via du push, ça peut être des WebSockets, mais aussi d'autres technologies, de pouvoir streamer des modifications sur des morceaux de page à tous les périphériques connectés sur cette page à ce moment-là. Un nouveau message arrive, du coup, sur tous les périphériques qui étaient sur la page, on va être capable de leur dire, du coup, affiche ce nouveau message sans qu'il ait à recharger la page. La deuxième brique, donc, Stimulus. Stimulus, on peut décrire ça comme de l'HTML augmenté, quand j'ai pu voir écrit à pas mal d'endroits. En fait, basiquement, Stimulus, ça sert à relier de façon simple du JavaScript et de l'HTML et des éléments du DOM. Il faut savoir que Stimulus, c'est quelque chose de minimaliste. Le but, c'est vraiment d'avoir le strict minimum et pas d'avoir un gros framework qui fait 50 millions de choses comme on pourrait l'avoir sur du Vue ou du React. Donc ça sert pas exactement le même objectif. Donc Stimulus, c'est composé de trois choses. Stimulus action, le but, relier des événements à des méthodes JavaScript. Stimulus target, on va pouvoir relier des éléments du DOM à des variables d'instance JavaScript aussi. Et le dernier, Stimulus value, qui va permettre de relier des attributs HTML universels, tous les data quelque chose, à des variables d'instance JS. On va pouvoir relier tout ça à l'intérieur d'un stimulus controller qui est juste en fait la classe qui va contenir tous ces éléments. La troisième et dernière
Et la dernière brique, donc, qui s'appelle Strada, elle n'est pas encore publique. Donc, on ne sait pas exactement le détail de ce que ça va pouvoir faire. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que ça va permettre aux applications hybrides de communiquer simplement entre la partie web et la partie native. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une application hybride, le principe, c'est, du coup, on est dans le contexte d'un développement sur mobile. Et en fait, on va avoir un site ou une app en web qui va être encapsulé dans une application en natif. Comme ça, on va avoir la flexibilité et le fait que ce soit portable sur de tout ce qui est ou de tout ce qui est web, mais derrière de pouvoir quand même utiliser des fonctionnalités spécifiques au téléphone auxquelles on ne pourrait pas accéder en web. Et voilà, du coup pour Strada, du coup on va pouvoir passer au panel. Notez. Très bien. Bah, merci beaucoup Clément pour cette explication. Alors, je crois qu'on avait déjà peut-être une ou deux questions sur Hotwire. Je ne sais pas si ça peut être intéressant d'y répondre maintenant ou si vous souhaitez qu'on y réponde pendant le panel. C'est comme vous voulez. Oui, on peut répondre maintenant, peut-être, je pense. Ok, très bien. Alors, on avait une question de Jean-Romain qui demandait si Turbo était égal à TurboLinks. TurboLinks est une fonctionnalité de Turbo, je crois, mais je ne suis pas sûr et certain. Donc, j'ai essayé, histoire de dire une connerie. Je crois que dans le chat, il y a... Non, du coup, je ne suis pas sûr de moi, donc je ne peux pas répondre. Ok, pas de souci. Et on avait une deuxième question qui demandait si, alors je pense que c'était quand tu intervenais sur Stimulus, on demandait s'il y avait une alternative plus légère que Stimulus Reflex. Une alternative, c'est-à-dire... Et quelqu'un a répondu Stimulus Reflex repose sur Cable Ready, c'est une approche différente. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Alors. Tout à fait. Donc je pense qu'en effet, on va pouvoir commencer le panel et accueillir nos amis de Doctolib et Algolia. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Hello Sylvain, hello Nicolas, hello à tous. Bienvenue donc dans ce panel. Première partie ou deuxième partie, si on prend l'intro, de notre event Dreaming Bigger with Rails. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc un event dédié à Rails, Hotwire et aux startups françaises qui veulent rêver plus grand. Et pour rêver plus grand, c'est toujours plus facile d'avoir des exemples de startups françaises comme nous qui ont rêvé grand dès le départ et qui ont réussi. Alors, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions ou à voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes à n'importe quel moment via la section questions située à droite de votre écran. Vous pouvez aussi chatter entre vous directement donc dans le chat public. Dans tous les cas, on se gardera un temps à la fin du panel pour répondre à toutes les questions les plus upvotées ou toutes les questions s'il n'y en a pas trop. Voilà, donc aujourd'hui avec nous, on a donc Sylvain Huttard, General Manager IA d'Algolia. Salut Sylvain, ça va ? Salut Timothée, ça va bien, merci de m'accueillir. Bah écoute, merci à toi. Et puis on a donc Nicolas Deneyer, VP Engineering de Doctolib. Salut Nicolas, comment ça va ? Hello, très bien aussi. Et merci de... Top. Et donc voilà, vous connaissez déjà Clément, donc notre CTO chez Wizville. Du coup, avant de commencer avec les questions à nos guests, donc pour rappel, hein, l'idée c'est de partager les clés qui ont permis à Algolia et Doctolib d'atteindre le niveau de scale qu'elles ont aujourd'hui. Clairement, toutes les startups, on commence avec une idée, on recherche le product market fit, du coup, on fait une première version de notre app qui n'est pas forcément codée selon toutes les règles de l'art. Et puis ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer à la prochaine étape et atteindre le scale incroyable de boîtes comme Algolia ou Doctolib. Et puis voilà, on a aussi demandé à Clément de répondre à nos questions parce que comme on pense qu'il y a beaucoup de développeurs ici ou de start-upers qui sont dans le public, qui sont un peu dans la même problématique de Wizville, qui sont plus petits, qui ont une équipe de développeurs de 5 à 10 personnes
et qui du coup ont des velléités d'aller voir au-delà des frontières de l'Hexagone et qui du coup se posent des questions sur comment préparer son app pour scaler. Et puis après, il y a une grosse question qui peut se poser pour ceux d'entre vous qui seraient à l'aube de lancement de leur startup, c'est est-ce que je vais sur Vue ou sur React avec la communauté solide qu'on connaît, etc. Ou est-ce que je me lance sur Hotwire. Et du coup, on va aussi poser la question à Sylvain et à Nicolas. Et donc, bien sûr, pour ceux qui sont venus aussi pour DHH, sachez qu'il nous rejoindra à 17h, ou vers 17h, on ne sait pas exactement, mais a priori, ce sera à 17h, pour aborder donc les mêmes sujets avec un gros focus, bien sûr, sur Hotwire. Du coup, afin de donner un petit peu de contexte, en commençant par Algolia, je voulais vous demander, les gars, depuis quand vous utilisez Rails et sur quelle partie de votre app vous l'utilisez et pourquoi? Algolia, juste pour rappel, on fait une API de recherche as a service, mais c'est vrai que la partie Rails d'Algolia est uniquement notre dashboard web, donc pas notre produit principal qui est une API qui, elle, est fait en C++, mais vraiment la partie administration, gestion du compte et vraiment configuration de ses index et de son API. Ça, c'est en fait moi qui l'ai introduit quand j'ai rejoint la boîte en tant que premier employé en septembre 2013. À l'époque, c'était du Rails 4. Et je me rappelle avoir directement proposé Rails parce que ça faisait plusieurs projets que je faisais avec Rails. Et j'avais l'impression que plus j'avançais, plus je faisais de projets en Rails, moins j'écrivais de code. La communauté était si importante que c'était si agréable de vite faire des prototypes et vite pouvoir avoir de la valeur sur le temps que je passais à faire ce site. Super. C'est vrai que la communauté, c'est un des arguments phares de Rails. On aura l'occasion d'en parler avec Hotwire. Du coup, Nicolas, pourquoi est-ce que vous avez choisi Rails et sur quelle partie de votre app vous l'utilisez? Oui, donc Rails c'était là avant moi, en fait, tout simplement par les deux fondateurs techniques, Yvan et Jesse, pour les citer, qui eux sont des fans de la première heure. Ils ont fait quasiment toute leur carrière depuis la sortie d'Epita en 2008, je pense, je suis même pas sûr, et ils ont quasiment toujours travaillé sur Rails. Quand ils ont démarré Doctolib avec le CEO, c'était une évidence d'aller là-dessus, et en fait c'est un framework qui leur va très bien. C'est des développeurs qui sont très puissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bons techniquement, évidemment, avec des bonnes pratiques, mais aussi, ils ont un très bon sens produit. Et donc, je pense que ce que donne le framework Rails, c'est d'aller très vite sur du produit et ajouter de la valeur business avant tout, plutôt que d'aller dans des méandres techniques parfois. Et donc, c'est ce qui les a séduits. Et puis, en fait, aujourd'hui, on l'utilise encore partout, si ce n'est que il y a un endroit où on n'avait pas mis du Rails au début, c'était la partie agenda pour les praticiens. Donc quelque chose qui est plutôt caché aux yeux du grand public, mais c'est vraiment ça le cœur du métier de Doctolib, l'agenda pour les praticiens. Et donc celui-ci, alors ils étaient sur Angular avant que j'arrive, on avait fait une grande bascule sur du RX et en fait maintenant on est sur du React et de plus en plus on a le côté front qui va être en React. Donc le Rails, on va dire le Rails plutôt affiché aux utilisateurs finaux commence quand même à disparaître pas mal sur l'application. Super. Donc React, on va y revenir sur les technologies front-end, notamment qu'utilise Algolia. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer donc depuis quand on utilise Rails et pourquoi on l'a choisi? Alors, on utilise Rails du coup depuis le début. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un MVP en Rails fait par Adrien Cialny qui est dans le chat. Mais ce qui est des choses qui me séduit beaucoup avec Rails, c'est pour ça que je regardais la technologie, je suis totalement d'accord avec ce choix. C'est d'abord sa simplicité d'utilisation et sa communauté. Il y a des tonnes de solutions qui existent à tout un tas de problématiques déjà préfaites. Et en plus, quand il s'agit de coder une fonctionnalité, là, voilà, en termes d'efficacité, il n'y a pas beaucoup de framework, en tout cas en 2012, qui pouvaient s'en rapprocher. Après, pour la petite histoire, Adrien Cialny avait codé la première version de notre app en 2 semaines. On avait eu le premier client avec cette première version, justement. Je laisse continuer, Clem. Après, il y a souvent un débat autour de Rails, ou même de Ruby, sur l'histoire de performance, que ce serait lent, qu'il existe des frameworks théoriquement plus rapides. Moi, à titre personnel, je suis convaincu que le goulot d'étranglement dans les applications web ne se situe presque jamais au niveau
au niveau du framework, du langage qu'il fait tourner, c'est quasiment tout le temps sur d'autres briques. Après, du coup, on a aussi une partie, je dirais côté front, une partie du coup historiquement pure Rails, et on a aussi migré du coup vers des frameworks type React ou Vue.js. Très bien. Du coup, c'est la prochaine question. Donc, les technologies front-end que vous utilisez. Donc, Nicolas, tu nous disais que vous étiez passé par Angular. Donc, maintenant, vous êtes React à fond, si je comprends bien. Du coup, c'est quoi pour toi les avantages, les inconvénients de React? Est-ce que vous en êtes satisfait donc après, je crois, des années d'utilisation? Clairement, nous, c'était l'endroit où il y avait énormément de complexité fonctionnelle et d'un point de vue front. Et d'ailleurs, c'est Yvan qui me disait ça, le fondateur, que même chez Basecamp, c'est sur la partie agenda. Vous n'avez pas utilisé du Rails, puisque là, c'était compliqué. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on a toujours utilisé des frameworks un peu plus modernes, JavaScript. Sur ce côté-là. Et puis en fait, il y a aussi l'appétence des développeurs aussi pour aller vers ce framework React. Et donc de plus en plus, je pense que ça s'est diffusé à d'autres endroits et on a voulu faire un composant un peu plus complexe sur la partie patient. Et donc là-dessus, on est parti sur du React, etc. Et en fait, pourquoi le React quelque part s'étale et va de plus en plus loin sur notre code base, c'est vraiment le côté le design system. C'est peut-être ça qui va être très important. C'est on a un design system et on n'a pas envie d'en avoir un pour une partie, on va dire, plus Slim ou Rails, etc. et un autre pour la partie React. Donc là, en fait, on commence maintenant à vraiment se dire, OK, on assume, on va avoir du React partout et même sur les parties peut-être un peu plus admin back-office. Voilà. Intéressant, donc on a parlé d'appétence, on a parlé effectivement de design system déjà en place. Sylvain, du coup, tu me disais en la préparation que vous aussi, vous étiez sur React, c'est bien ça? Du coup, tu pourrais nous donner ton sentiment sur la techno? Ouais, une expérience un peu similaire finalement. On a commencé avec un combo Bootstrap jQuery comme toute bonne application Rails de 2013. Et puis au fil des années, on a un peu suivi les tendances front du moment. On est passé par du Angular 1 à une époque. Et c'est vrai qu'on a fini par arriver sur React il y a quelques années maintenant, en passant à travers différents frameworks également avec du Redux et autres outils React. Mais comme le disait Nicolas, aujourd'hui, on a fait le choix de React, on l'a mis partout sur notre dashboard et on a également construit un certain nombre de bibliothèques de composants en React. Et donc, le choix aujourd'hui, il est assez simple. C'est pour utiliser tout ce qu'on a fait dans le passé, il faut utiliser React. Bien sûr. Et du coup, Clem, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un petit peu de ce qu'on utilise, nous, chez Wizville et nous dire ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Du coup, de notre côté, à la base, on était en Bootstrap, jQuery, on va dire à l'ancienne, comme je pense pas mal de monde. Ensuite, on est passé à React pour Nanobrick et puis enfin à Vue. Pourquoi ces changements? Enfin, pourquoi ces choix-là? En fait, moi, j'aime la simplicité. Du coup, le choix de mon framework front-end, ça va être quel est le framework le plus simple à mettre en place pour répondre à mon besoin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un souci avec, que ce soit Rails ou n'importe quel framework, c'est que si on veut faire du front-end dynamique, sans charger les pages en entier à chaque fois qu'on fait quelque chose, on n'a pas de solution réellement simple. On est obligé à chaque fois de faire comme un choix fort des technologies. Parce que même par exemple Vue, qui est quand même plutôt simple en termes de framework front-end par rapport à React ou à Angular, enfin, ça reste quelque chose qui est bien lourd à mettre en place et ça devrait pas être si lourd à mettre en place un site web avec une navigation fluide et dynamique. C'est sûr que venant du monde Rails où il y a énormément de conventions, où tout est assez simple à mettre en place parce que des gens y ont réfléchi avant, quand on arrive dans le monde du front-end, React en particulier, parce qu'Angular, ils ont fait un boulot un peu plus intéressant de ce côté, mais tout est tellement libre que c'est pas forcément facile de faire les bons choix. Du coup, ça nous amène à notre prochain sujet. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin d'un DHH qui mette un peu son pied dans ce monde merveilleux des frameworks de dev front-end? Et du coup, donc Hotwire, c'est un peu le sujet aujourd'hui. La question, c'est pas forcément est-ce que vous, chez Algolia ou chez Doctolib, vous allez mettre en place Hotwire? Parce que vous l'avez expliqué, vous avez des design frameworks, c'est compliqué. Vous avez aussi
des développeurs qui ont cette appétence pour React et qui se sont spécialisés. Après, bon, il y a aussi la question de, à l'avenir, peut-être dans 2-3 ans, quand vous voudrez faire peut-être de nouvelles applications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du coup, Nicolas, qu'est-ce que tu penses, toi, d'Hotwire en tant que technologie? Et puis ensuite, c'est quoi les limites? Et voilà, dans quelles conditions est-ce que tu penses que ça pourrait répondre aux besoins technologiques de Doctolib? C'est assez neuf et on n'a pas non plus complètement creusé. Par contre, c'est vrai que si Doctolib était complètement à refaire là, ça a l'air séduisant. C'est le côté un petit peu The Railsway, c'est tout ce qu'on aime bien de DHH. Hein. Si on allait vers là, c'est qu'on aime bien la philosophie et clairement, on voit qu'il a essayé de l'injecter de ce côté-là. Donc pourquoi pas. Franchement, si c'était à refaire from scratch, pourquoi pas. Par contre, la contrainte, c'est sûr que c'est encore très peu mature et pour des boîtes avec une certaine taille, et d'ailleurs même pour une petite boîte, en fait, c'est toujours dangereux de s'engager sur un framework quand on sait qu'il n'a pas encore une grosse adoption. Est-ce qu'il sera maintenu dans 3 années? Est-ce que le projet ne sera pas abandonné? Est-ce qu'il y aura une communauté? Est-ce qu'il y aura toutes ces librairies-là? Bon, ça, c'est plein de questions et aujourd'hui, clairement, je n'irai pas prendre ce risque-là. Je comprends. C'est un peu le syndrome de l'œuf et de la poule. Plus il y a de personnes sur cette technologie, plus la technologie va être utile. Mais si tout le monde pense ça, effectivement, elle n'est jamais adoptée. On va poser la question à DHH après, comment ils comptent s'y prendre pour résoudre ce problème. Toi, Sylvain, du coup, qu'est-ce que tu penses de Hotwire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des limitations que tu pressens sur cette techno? Ou est-ce que voilà, tu penses aussi que si tu recommençais from scratch, ça pourrait répondre à tous les besoins front d'Algolia? Je pense que je partage un peu le point de vue de Nicolas. Nous, on a une petite subtilité Algolia. On utilise Stimulus, non pas sur notre dashboard et notre web app d'administration, mais sur notre documentation. Dès lors qu'on a un site où la majeure partie, c'est du contenu statique et le peu de dynamisme et d'interaction qu'on a besoin, c'est un formulaire ou c'est une animation, là, ça s'y prête parfaitement. Et donc, on utilise Stimulus pour notre site de documentation. Maintenant, Hotwire dans le futur, pourquoi pas? Moi, c'est une des questions que j'aimerais qu'on pose à DHH tout à l'heure, et je t'en parlais, Timothée, c'est ce qui m'a fait peur en scalant l'équipe engineering à Algolia, c'est vraiment notre capacité à recruter. Et aujourd'hui, quand je regarde les personnes qui sont sur le marché et qui veulent faire du front, c'est vrai qu'on a un écosystème React, un écosystème Vue. Je vois l'écosystème Angular ou les autres frameworks un peu moins souvent. Et moi, c'est ça qui me ferait douter aujourd'hui. C'est quelle va être notre capacité à recruter les personnes qui vont vouloir faire du Hotwire. Je pense que c'est pour ça que DHH et son équipe l'ont lancé en tant que projet séparé et pas un projet dans Rails. C'est justement parce que c'est critique que des personnes au-delà de l'écosystème Rails adoptent la technologie pour justement bien que ce problème-là puisse potentiellement être résolu, mais seul l'avenir nous dira s'il le sera. Et du coup, Clem, toi, quel est ton sentiment sur Hotwire? Quelles sont les limites que tu pressens potentiellement dans le build actuel, dans la version actuelle d'Hotwire? Déjà, Hotwire se veut simple et assez limité dans son scope, mais justement parce que ça joue pas dans la même catégorie que Vue.js ou React.js. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment on va pas se retrouver bloqué et être obligé de faire cohabiter finalement plusieurs technologies front-end en même temps sur le projet? Parce que finalement, si on a une technologie simple, on est obligé de faire cohabiter avec une stack moins simple. Dans tous les cas, la stack moins simple, on va être obligé de la mettre en place et de la maintenir. Donc, il y a peut-être un peu ce côté-là. Après, par rapport à, je dirais, plutôt un remplacement, si on revient quelques années en arrière sur WYSIWYG et qu'on réfléchit sur, par exemple, ce qu'on avait en jQuery plus Bootstrap, là, clairement, ça remplacerait ces deux technos largement et probablement mieux. Après, sur le risque, sur le recrutement, je suis pas forcément d'accord avec toi, Sylvain. Je trouve que ce qu'ils cherchent à faire, c'est justement de pas avoir besoin de recruter des experts sur des technologies front-end précises. De pouvoir à nouveau se concentrer sur je veux juste un développeur Rails, et si tu maîtrises Rails, du coup, tu es capable à nouveau de faire des full stack. Et il n'y a pas besoin
deux compétences parfaitement séparées et avancées. Donc après, s'ils y arrivent, c'est bien joué. Après, pour la mettre en production aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a toujours le risque que la techno ne perdure pas ou que la communauté ne suive pas, mais bon, c'est toujours un pari de toute façon quand on lance une nouvelle techno, une nouvelle approche. Et Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain, de ça? Parce que Je pense vous avez séparé back-end et front, je crois. Hein. Pierre-Loïc dans le chat m'a fait sourire parce que effectivement le dev full stack, j'adore le concept, mais c'est vrai qu'en scalant notre app, moi je vois quand même des gens qui ont une affinité plus back-end et d'autres qui ont une affinité plus front-end. Et malgré le fait que la majeure partie des développeurs à Algolia pourraient faire les deux, c'est vrai que la qualité ou en tout cas la passion qu'on y met peut être différente. Après, je suis d'accord avec toi, Clément, si on recrute que des full stack qui sont à la fois bons en front-end et en back-end, qui sont à la fois bons en CSS et en design system et en back-end et en scaling, ça va le faire aussi. Mais c'est vrai que je trouve plus de difficultés au hiring. Je sais que Nicolas a une stratégie un peu différente, un peu similaire à celle de Wizville. Nous, Wizville, on se définit comme une startup produit. Et du coup, c'est vrai que quand tu recrutes des gens qui sont intéressés par une startup produit, c'est vrai que tu as tendance à te dire qu'il faut qu'ils gèrent l'ensemble de la stack. Et c'est vrai que vous, Sylvain, vous êtes une startup ultra tech, ce qui justifie totalement ce choix. Toi, Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur du coup la difficulté potentiellement supérieure à côté des full stack et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et est-ce que vous envisagez à l'avenir de plus séparer peut-être dev front et dev back? Je pense que ce que tu as dit est très vrai. On se définit, et nous, c'est vraiment une valeur qu'on met en premier, le côté user first. Les développeurs qui vont nous rejoindre sont là pour avoir un impact produit, etc. Mais je connais Sylvain et je sais que c'est ce qu'il a, c'est une valeur qui lui est chère aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous, par contre, on a pris cette approche full stack et voilà. Par contre, les gens nous rejoignent et ils ont bien évidemment des expertises front ou des expertises back. Et d'ailleurs, on les renie pas. On essaie même de les encourager. Ça va peut-être se traduire dans quel feature team la personne va aller. C'est sûr qu'on sait que même si toutes les équipes font potentiellement du React et du Rails, il y en a qui ont quand même plutôt 80% de leur temps passé dans du back-end, etc. Donc, en fonction des scopes fonctionnels. N'empêche que sur le côté recrutement, je suis assez d'accord, même si j'entends le point, c'est très intéressant d'avoir Hotwire et du coup on peut avoir que quelque part des full stack mais un peu plus back-end qui peuvent quand même faire des choses sexy sur le côté front-end. Il y a quand même ce côté que pour avoir pas mal même été un peu en concurrence avec Sylvain sur le recrutement, sur la scène parisienne, des profils Ruby on Rails, il n'y en a pas des millions. Et d'ailleurs c'est une des premières choses que j'ai ouvertes en arrivant à Doctolib, c'est de se dire nous on accueille tous les développeurs qui veulent avoir un impact sur le produit, qu'ils soient front, qu'ils soient back, etc. Et si on s'était limité à recruter des développeurs Ruby on Rails, on n'aurait clairement pas réussi à recruter. C'est aujourd'hui 150 développeurs en 5 ans. Quoi. Donc, ça aurait été compliqué. Hyper intéressant. Ok, super. Alors du coup, il y a une question qui se pose. Nous, on a choisi Rails clairement parce que la technologie est sexy, parce que ça nous permettait d'aller vite, il y a la communauté, etc. Est-ce qu'on ne pourra pas retrouver ça en fait avec Hotwire et être beaucoup plus rapide dans notre développement? Est-ce que vous pensez que s'il y a une communauté qui se développe autour d'Hotwire, est-ce qu'on pourra finalement développer nos backs et nos fronts beaucoup plus rapidement? Donc, gagner du temps et de l'argent. Moi, je pense que c'est évident. De toute façon, à partir du moment où il y a une communauté qui anime la technologie, le framework, qui utilise Stack Overflow pour partager leurs questions et leurs problèmes, on sait tous comment on est en tant que développeur et qu'ingénieur. On utilise énormément la documentation technique, les posts des autres, les Stack Overflow des autres. Et encore une fois, nous, notre expérience avec Stimulus, elle est très agréable dans la doc. Si demain, avec Hotwire, on peut également avoir assez rapidement des formulaires qui semblent quand même tellement compliqués à faire en React par rapport à ce qu'on avait l'habitude peut-être de faire avec du server-side rendering et du Rails, oui, peut-être qu'on ira plus vite. Super. Nicolas, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou on passe aux prochaines questions? Non, je répondrai la même chose que Sylvain. Et pour le coup, ce sera pas sur le monolithe et le cœur, hein, mais pour le coup, moi, je code très peu et c'est sur des applications un petit peu annexes, DoctoTeam, des trucs comme ça, des projets un peu internes managériaux. Et là-dessus, j'avoue que j'ai jamais mis du React juste parce que j'ai pas eu le temps de trop me former là-dessus.
Donc, si Hotwire pouvait me permettre d'aller encore plus loin, moi, je serais ravi de l'essayer là-dessus, dans un premier temps. Et le jour où il y aura une super communauté comme sur Rails, on se reposera certainement des questions. Ouais. Super. Du coup, on va pouvoir passer à la partie d'après, plus sur l'innovation en temps Covid, comment le Covid a impacté du coup nos roadmaps produits. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment côté Doctolib. On entend souvent parler de vous à la radio. Du coup, Amélia, je te laisse prendre le relais sur les questions. Yes, carrément. On s'interrogeait notamment sur l'impact forcément du Covid. Ça a eu un impact sur toutes les entreprises en France. Mais du coup, quel avait été l'impact plus particulièrement sur votre roadmap produit et sur les innovations qui avaient été lancées suite au Covid? Donc peut-être soit Sylvain ou Nicolas, comme vous souhaitez, peut commencer. Vas-y, Nicolas. Je t'en prie. J'y vais. Effectivement, même si à Algolia, on fait une API de recherche, et donc la majorité de nos clients sont quand même dans le secteur de l'e-commerce ou du média, et donc un business très online, on n'était quand même pas certain de s'en sortir de cette situation Covid. Donc, on a quand même voulu prendre les précautions, et donc le majeur changement qu'on a fait peut-être sur notre roadmap produit à partir de mars ou d'avril, c'était, OK, on repriorise tout ce qui peut réduire le churn. Aujourd'hui, on est persuadé que dans une crise comme celle-ci, ce qu'il faut protéger, c'est l'existing base. Et donc, tout ce qu'on a fait a consisté à développer et corriger toutes les frictions ou les problèmes qui pouvaient déboucher sur un churn. Super intéressant. Et du coup, Nicolas, alors bon, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire, mais voilà, je te laisse nous expliquer les impacts principaux sur la roadmap produit, sur les innovations lancées. Je pense que ça va être passionnant. Je te laisse nous expliquer. Oh, ce sera, je pourrais pas tout dire puisqu'en effet l'année a été très 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 rock'n'roll et il y a un petit peu aussi cet amalgame où les gens ont l'impression que Doctolib, vu que c'est dans la santé, ça a été que bénéfique pour nous, etc. En fait, ça a été très compliqué et à commencer par en fait déjà les cabinets ont fermé durant le premier confinement et donc là il a vraiment fallu qu'on aide énormément les praticiens pour voilà les dentistes, comment ils pouvaient fermer leur cabinet, prévenir leur base patientèle, etc. Donc il y a eu énormément de features. Par contre, c'est sûr que tout a été chamboulé. Enfin, le premier confinement, on a sur les peut-être 25 feature teams qu'on avait à l'époque, 70% des feature teams se sont mis à travailler sur le sujet. Et dans les petits moments, alors R&D, oui, des moments où en fait on a développé des choses qui n'étaient pas prévues, il y a eu le côté, on s'est retrouvé sur la téléconsultation qu'on avait déjà, mais qui était un projet qui était là, qui marchait, mais c'était pas le fer de lance vraiment de Doctolib. Là-dessus, on a dû accélérer d'une manière phénoménale. On s'est retrouvé avec 30 000 praticiens en attente de pouvoir souscrire. Donc là-dessus, en un week-end, on a développé un funnel de self-onboarding, self-service quelque part. Donc ça a été des moments intenses, mais en fait inoubliables, je pense, pour les équipes qui ont travaillé sur le sujet. Et ça a été vraiment très très intense de resynchroniser toutes les équipes vraiment tous les jours. On est passé de une mise en prod par jour à 3 mises en prod par jour. Donc ça nous a forcé à accélérer la fréquence des trains de release qu'on avait. Ça a été marrant et on l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième confinement a un peu moins d'impact. Et par contre, là, dans le dernier mois, toutes les équipes sont déjà bien fatiguées là. C'est la vaccination en fait. Ça a été assez magique aussi quand on a dû faire la vaccination en Allemagne et en France. Et en fait, voilà, le gouvernement nous fait un partenariat avec nous. En gros, nos algos de dispo, qui étaient déjà très bons et bien soignés, ils ont quand même dû scaler un petit peu, quoi. On a vu des trafics de fous arriver dessus. On a mis tous les meilleurs développeurs sur le coup pour soigner tout ça, pour lancer tous les centres, puisque forcément, on a eu énormément de trafic. Donc, en gros, ça a été vraiment éprouvant, mais en vrai passionnant. Quand on sait qu'on a un impact directement sur tout le pays et un impact positif, c'est sûr que ça booste toutes les équipes et ça nous a fait faire plus d'efforts, quoi. C'est clair. Bravo à toi, bravo à ton équipe. Sylvain aussi disait qu'il avait une super expérience avec la téléconsultation, je crois, Sylvain. Donc ouais, bravo à vous. Merci beaucoup pour le partage. Clem, est-ce que tu peux nous dire comment le Covid nous a impacté sur nos roadmaps produits, sur les innovations lancées? Oui.
Déjà, on a dû adapter notre produit au contexte, parce que de base, on travaille avec des réseaux de magasins, de commerce, et qui étaient quand même au début fermés et ensuite qui avaient des enjeux quand même particuliers au moment. C'est ça qu'on a lancé un label qui s'appelait Safe Place to Shop, qui permettait aux magasins de mettre en avant le fait qu'ils respectent bien tout ce qui est gestes, barrières, etc. Et sinon, paradoxalement, le fait que les commerces essentiels, certains, en tout cas les commerces essentiels, hein, pas tous les commerces connaissent une forte croissance, ça nous a paradoxalement permis d'accélérer notre développement, en tout cas sur certaines fonctionnalités, parce que leurs capacités financières se sont améliorées. Parce qu'il n'y a pas que des perdants du coup pendant le Covid chez les commerces, même si on en entend plus parler de ceux qui sont perdants, mais il y a aussi pas mal de gagnants dans les commerces essentiels. Tout à fait. Et du coup, effectivement, on a, comme toi, hein, Sylvain, on s'est dit, voilà, effectivement, il faut d'abord protéger le MRR en mettant en place des choses pour le parc installé, on va dire. Et puis, c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait des gagnants, que notre technologie, on avait pu se concentrer beaucoup plus sur la R&D pendant cette période-là, parce qu'on avait moins de clients qui nous embêtaient, entre guillemets. Et on a sorti des trucs qui aujourd'hui portent une croissance qu'on n'a jamais vue sur la prise de commande. Et du coup, c'est là qu'on se dit, en fait, on est en train de rêver plus grand, c'est cool. Est-ce que rêver plus grand, c'est aussi élargir l'équipe et comment est-ce qu'on fait pour le faire savoir? Et on a développé pas mal d'initiatives, dont celle-ci. Super. Du coup, on a parlé de scale. Nicolas, clairement, vous avez géré parce que si je ne m'abuse, ça n'a pas craché. Je pense que il y a beaucoup de startups qui se retrouvant dans votre situation auraient eu des difficultés à gérer le trafic. Je pense que l'engagement des équipes y est pour beaucoup. Mais du coup, je voulais juste revenir avant de parler de scale, revenir sur le sujet du voilà, t'es une startup, tu lances ta première app, tu rencontres le marché. Voilà. Est-ce que vous avez rebuild l'app après avoir rencontré le product market fit, ou est-ce que vous avez refacto et itéré afin d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Ça nous intéressera, nous, en tant que Quizville, et puis je pense les autres développeurs ou entrepreneurs qui travaillent sur des apps qui ont plusieurs années d'existence, de savoir comment vous, qui avez réussi, vous y êtes pris. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Sylvain? Ouais, on a rarement rebuild quelque chose from scratch. Ça nous est arrivé de refaire un certain nombre de parties ou de refactorer, mais je pense que ça c'est dans la vie de tous software, une part nécessaire. Mais c'est vrai qu'une chose qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'être le plus agile possible, de faire des très petites itérations. Ce que j'ai toujours essayé d'éviter à Algolia, c'est l'effet tunnel, le mode où pendant 2 à 3 mois, on ne voit pas le bout, on release pas. Et donc, le déploiement continue et vraiment cette volonté de release often et peut-être de casser des choses parfois a été un peu le mojo, notamment dans les premières années d'Algolia. Super intéressant. Du coup, ça veut dire que vous avez réussi à passer toutes les versions de Rails. Donc là, vous êtes sur Rails 6. Vous avez parce qu'il y en a souvent des nouvelles versions de Rails. C'est quand on a une roadmap qui grandit. Au final, voilà, c'est facile de laisser filer. Et non sans mal. Il y a eu certaines upgrades majeures qui ont été un peu plus compliquées que d'autres. Aussi, non pas à cause de Rails, mais à cause de gems qu'on utilisait, qui n'étaient plus maintenus ou qui ne supportaient pas encore les versions suivantes, etc. Donc, je jetterai pas la pierre forcément au framework Rails, mais oui, on a essayé de maintenir tout ça à jour. D'ailleurs, c'est super important en termes de sécu, et ça s'est plutôt bien passé. Super, merci pour ton feedback. Du coup, Nicolas, vous, est-ce que dans l'historique de l'évolution de votre stack, est-ce que vous avez à un moment donné tout rebuild ou est-ce que vous avez fait pareil, vous avez refacto itéré avec release often comme Algolia? Exactement la même réponse que Sylvain. Et les clés de ça, donc les mêmes clés que Sylvain, celles que je pourrais ajouter, moi j'ai eu la chance d'avoir Yvan et Jessie qui étaient là à la base et qui avaient des bonnes pratiques. D'ailleurs, même école que Sylvain, si je dis pas de bêtises, même philosophie et un amour des tests automatisés, de ce genre de choses et des itérations courtes. Donc ça, c'était là déjà avant que j'arrive. Et quelque part, j'ai eu aussi la carte blanche pour construire l'équipe. Donc tous les ingénieurs, tous les développeurs et les développeuses qu'on a recrutés, eh bien, sont arrivés avec cet état d'esprit.
Donc, en gros, pour nous, c'est une évidence. En gros, ce que je dis à tous les newsjoiners, du code qui n'est pas testé chez nous, ce n'est pas du code. Et c'est tout. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment, la clé d'avoir pu maintenir ça. Et justement, même aujourd'hui, je dis pas que ça se fait 100 heures. Il y a quelques cracks. Il y a 150 heures sur notre monolithe. Des fois, il y a des petits couacs. Mais ce harnais de test qu'on a construit et sur lequel on a investi day one, il nous sert énormément aujourd'hui. Et on va essayer de continuer comme ça. Et on veut justement, d'ailleurs, c'est un de mes plus gros challenges aujourd'hui, comment on va réussir à scaler encore plus loin, mais en évitant ce fameux Big Bang et ce gros refacto qui, j'avais entendu que, par exemple, chez Airbnb, ils ont dû stopper presque les roadmaps pendant 18 mois. C'est le genre de sujets qui nous font peur. Effectivement. Clem, est-ce que tu peux nous expliquer comment voilà, nous on s'y est pris, comment est-ce que tu perçois du coup ce sujet? Nous a consisté déjà on a pris l'approche extrême inverse de Nicolas et Sylvain. C'est-à-dire que sur notre version 1, on n'a pas mis de test. Le but du jeu était de pouvoir du coup itérer rapidement, ajouter des fonctionnalités rapidement, rattraper les concurrents du coup établis assez rapidement. Et c'est pour ça que là on attaque, on commence à arriver au bout de cette approche-là sur une nappe, une stack qui grandit. Donc c'est pour ça qu'on a décidé du coup de prendre une partie critique de notre application et cette fois du coup de la rebuild et de la penser cette fois dès le début protégée au niveau de tout ce qui était test et autres outils de qualité. Donc je pense c'est deux approches assez différentes. Je dirais qu'on leurs avantages et leurs inconvénients au quotidien. Et voilà, du coup, pour ce qu'on fait chez nous. Top. Merci Clem pour le partage. Du coup, c'est vrai que quand tu es une scale-up comme Doctolib ou comme Algolia, tu peux te permettre de tout tester. Il y a toujours un sujet sur où est-ce que tu mets le curseur sur le test. Je ne sais pas si vous testez 100% de vos développements chez Algolia. Tu vas dire que c'était le cas, Nicolas. Attention, je dis pas 100% de coverage, etc. Mais et c'est ça qui est intéressant. Les tests, c'est un univers. C'est pas forcément du TDD ou c'est pas des tests unitaires ou c'est même pas des tests d'intégration. Ça peut être du test end-to-end. C'est d'ailleurs essentiellement ce qu'on fait. Donc c'est surtout d'avoir les développeurs qui ont le bon jugement pour mettre les bons tests sans tomber dans aucun extrémisme. Et c'est ça qui s'est passé depuis le début. Mais bon, je laisse Sylvain répondre. Je vais pas te mentir, on faisait pas autant de tests qu'aujourd'hui au début d'Algolia. J'ai toujours été un peu moins exigeant là-dessus que Doctolib. Je me rappelle très bien de nos discussions avec les deux cofondateurs de l'époque, Yvan et Jesse. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense que ça serait pas comme ça que je referais. Je pense que c'est super important de tester et au final, je suis vraiment convaincu que ça ralentit pas les itérations. Voilà. Super, merci pour vos feedbacks. Alors du coup, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Je voulais parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler au début du lancement juste après le lancement de Rails. Est-ce que Rails est capable de scaler? On parlait beaucoup de downtime de Twitter, etc. On sait que Rails est capable de scaler maintenant. Et le sujet, c'est pas forcément Rails en tant que tel aujourd'hui. Le sujet, c'est comment est-ce que je me prépare à, si je rêve plus grand, comment est-ce que je me prépare à demain atteindre un scale plus important? Et bon, chaque stack est différente, hein, donc l'idée c'est pas de donner une formule magique. Mais vous, chez vous, qu'est-ce qui a marché en particulier? Est-ce que vous avez quand même des trucs qui ont fonctionné chez vous et qui pourraient être des tips pour des startups qui justement aujourd'hui commencent à se poser la question de si ça cartonne, qu'est-ce qu'il faut que je prépare de manière critique dès le départ? Peut-être Nicolas, tu peux commencer? Oui, position assez un peu à contre-courant aussi également. Hein. D'ailleurs, désolé pour l'autopromo, on a fait une vidéo The Boring Architecture. J'avais bien aimé, ça a essayé de transmettre un petit peu la philosophie, et c'est comme ça qu'on a pu scaler. Et donc c'est sûr que les trolls sur le scale de Ruby et de Rails, je pense que nous, et d'ailleurs il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous, hein, mais quand je vois le trafic qu'on a aujourd'hui, 10 000 requêtes par seconde les lundis matins et ce genre de sujet, ça scale, et ça scale bien. Alors c'est sûr qu'il faut prendre soin, mais il
faut pas tomber dans l'excès et dans l'over-engineering dès le début, en fait. Je pense qu'il faut attendre vraiment voir les murs. Il faut éviter de se les prendre, hein, mais il faut les voir pour commencer à les tacler. Et en fait, quand on prend soin de son application Rails, quand on sait profiler du Ruby, mais quand il y a besoin et pas partout, etc., quand on est capable de bien prendre soin de sa database, en fait, on peut aller très loin. Et aujourd'hui, on a quand même 50 millions de patients, on a des 150 000 clients payants, praticiens, et donc aujourd'hui, ça marche, et ça marche bien en fait. Bien sûr, c'est de l'investissement, on l'a chouchouté, on en a pris soin pendant ces 7 années, mais ça marche et ça scale avec un monolithe. Pour changer un peu l'ordre, Clément, est-ce que tu peux nous expliquer, nous partager des tips donc en tant que CTO de Wizville pour faire scaler notre app qui aujourd'hui quand même touche à peu près 5 millions de consommateurs tous les mois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes tips? Ouais. Déjà, je suis d'accord avec Nicolas. Il faut pas suranticiper les choses, à vouloir absolument directement avoir quelque chose qui peut gérer un périmètre largement au-dessus de ce qu'on a. Donc, point de vue, c'est toujours qu'il faut d'abord mesurer. Ensuite, anticiper comme un tout petit peu, mais vraiment en court moyen terme, et de prendre ses décisions, ses choix d'optimisation de l'infrastructure vraiment par rapport à des vraies données, et pas par rapport à des intuitions qu'on aurait, où on se dit c'est ça qui va bloquer a priori. Il faut toujours le vérifier. Et sinon, d'un point de vue Wizville, finalement, on en est encore à l'étape de ce que disait Nicolas. Le fait de prendre soin de notre base de données et globalement de notre application Rails nous permet déjà d'aller super loin. Top. Merci pour ton feedback. Sylvain, est-ce que tu Ouais. peux nous partager du coup, toi, ta manière de voir les choses sur ce sujet critique? Pas grand-chose à ajouter, mais la secret sauce, je pense, a été de mettre très rapidement, day one, un New Relic, un Datadog ou quelconque tool de monitoring et savoir où est vraiment passé le temps. Je pense qu'après, l'autre partie de la secret sauce a été d'investir dans Sidekick Pro ou un quelconque autre scheduler de job. Ça a été vraiment le truc qui a fait que notre app a scalé aujourd'hui. Top. Alors, du coup, avant de passer aux questions que vous aimeriez poser à DHA, je voulais voir combien on avait de questions. Du coup, est-ce que Amélia, tu peux nous aider sur le sujet? Alors, je vois Doctolib, vous faites le front React plus backend, vous séparez les apps front Rails ou vous partagez le React dans votre app Rails? 21 votes sur cette question. Une question pour toi, Nicolas. Du coup, c'est bundle. Il y a quand même des bundles. Donc, on va avoir des applications. Je sais pas si j'ai bien lu. Mais oui, tout est packagé. Enfin, tout est dans le monolithe. Et après, par contre, on a en effet des bundles pour l'application pro, l'application pro mobile, etc., etc. Super. Alors, après, il y a une question de Nathan sur est-ce que chez Wizville, on utilise Hotwire? Non, on n'utilise pas Hotwire. On utilise Vue et React. Mais voilà, comme toute startup, on s'intéresse aux nouvelles technologies. On a trouvé qu'Hotwire pouvait être un système intéressant et on s'est dit, on va parler avec des personnes qui connaissent leur sujet. On va parler des HH pour savoir si c'est l'avenir en fait du développement front-end, qui est un sujet très important. On propose une application qui est utilisée par une vingtaine, par 20 000 commerces dans le monde. Et c'est vrai que la réactivité de l'app, sa capacité à proposer une bonne expérience utilisateur, c'est un truc qui est clé dans la fidélité de nos clients. Et du coup, s'il y a une nouvelle techno qui est plus efficace et qu'on pourra utiliser demain, voilà, pourquoi pas. Et pour, ensuite, Doctolib, oui. Pour compléter ce que tu disais, Nathan, si à supposer que Hotwire soit totalement stable, qu'il ait fait ses preuves en termes de communauté, etc., et que je me retrouverais dans la position là de devoir choisir une technologie du coup pour développer Wizville, en tout cas Hotwire serait vraiment un sérieux concurrent et je sais qu'on partage l'opinion de dire que c'est dommage d'avoir besoin de Vue.js ou React.js pour faire du front-end aujourd'hui. En tout cas, d'avoir quelque chose qui est de faire une web app. Top. Alors ensuite, on a une question d'Hugo. Donc, Doctolib, comment ça se passe sur mobile versus web app?
concrètement, je ne sais pas si tu comprends la question. Ouais. Vas-y. Donc du coup, du côté mobile, chez nous, c'est assez simple. On a vraiment essayé de pas faire de développement natif le moins possible, et on a quasiment gagné cette bataille jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques endroits où on a été obligé d'aller mettre un petit peu de natif, et ça a seulement démarré avec la téléconsultation, qui est pas si vieux, c'est pas un projet si vieux que ça chez nous. Et donc sinon, c'est tout simplement oui, ça peut être une application différente, potentiellement, comme je disais, les différentes bundles. Par contre, c'est les mêmes technologies. Et au possible, on essaye d'avoir exactement le même code d'ailleurs qui va fournir l'un ou l'autre. Donc du coup, quand vous téléchargez les applications Doctolib, vous avez en revanche a priori pas grand-chose de plus. Donc il y a les push notifications, il y a quelques petites choses qu'on s'est pluguées comme ça, mais en gros c'est une coquille quasi vide de React Native qui nous permet d'aller chercher le site derrière. Super. Alors, il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on peut encore poser une question ou deux, et puis ensuite on va passer à la question que vous aimeriez poser à DHH. Alors, du coup, il y a la question donc, de Yacine qu'apporte Hotwire par rapport à du server-side rendering avec React, par exemple. Donc, qu'apporte Hotwire par rapport à du server-side rendering avec React, par exemple. Clément, est-ce que tu as bien regardé Hotwire? Est-ce que tu veux répondre? Ça apporte le Les autres côté aussi, hein. convention, donc simplicité d'écriture, plus le côté a priori. Enfin, le truc, c'est qu'avec React, on est quasiment quand même obligé de passer par toute la couche Webpack, Babel, etc. En tout cas, d'utiliser des transpilers et autres. Là où avec Hotwire, on pourra faire la même chose beaucoup plus simplement. En fait, c'est vraiment axé sur la simplicité et pas sur le périmètre fonctionnel. Top. Il y a aussi une Vas-y, Amélia. qui était pertinente, je pense, qui revenait dans le Q&A, liée au full remote, donc depuis le Covid et après. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que c'est quelque chose que vous avez bien sûr mis en place et qui va continuer ou non? Moi, je peux répondre. On a aujourd'hui 7 bureaux dans le monde et c'est vrai qu'on avait une tendance à Algolia de faire essentiellement du hybride, autoriser quelques jours de remote par semaine, mais pas forcément d'avoir du full remote, notamment sur les juniors. Je pense que ce temps, il est révolu. Aujourd'hui, rien qu'en termes de compétition et de marché, notamment encore sur le recrutement, on a recruté pas mal de monde, c'est pour ça que je suis un peu traumatisé vers ça, mais je pense qu'on n'a plus le choix. Il faut se positionner face à un certain nombre de boîtes qui sont déjà passées dans ce mode full remote. Et je pense qu'aujourd'hui, aller à contre-courant, ce serait insensé. À Algolia, on est par exemple en train de passer en full remote avec tous les nouveaux employés et on est en train de convertir doucement ceux qui le souhaitent vers du full remote. Je peux répondre pour Wizville. Nous, c'est exactement pareil. On avait un mode hybride. On proposait à tout le monde de faire 20% de télétravail par semaine. Il y en a qui aimaient le faire, il y en a qui le faisaient pas. Il y en a qui étaient déjà en full remote chez Wizville. Et clairement, on a été convertis au full remote aussi. Après, clairement, pour les juniors, ça reste important de découvrir un peu le monde de l'entreprise, voir comment les interactions se font en réel, c'est un peu plus facile. Mais voilà, clairement, le full remote, ou en tout cas la possibilité donnée de faire du full remote aujourd'hui est indispensable dans la mesure où il y a quand même des craintes sur le sanitaire. Nicolas, je te laisse enchaîner là-dessus, puis après on va enchaîner sur la question qu'on veut poser à DHH. Yes, j'essaie de répondre rapidement, mais donc clairement sur l'année dernière, sur l'année qui vient de se passer et de s'écouler, on a été full remote. Voilà. Il y a eu quelques moments où on a quand même ouvert, par exemple l'été, des moments où les gens pouvaient revenir. Il y avait des journées qui étaient optionnelles, mais c'était bien évidemment optionnel. Et sur le retour à la normale, quand il arrivera, bientôt, je crois, il y a ce côté où pour nous ce sera vraiment on a toujours, c'est très clivant. On a fait énormément de sondages, on a demandé énormément de fois à toutes les personnes à Doctolib et aussi chez les élèves. C'est très clivé. Il y en a qui sont en fait malheureux en full remote et il y en a qui adorent ça. Et donc on va essayer de trouver quelque chose d'hybride. J'entends les points et les arguments de vous autres, mais aujourd'hui on veut rester plutôt sur un 2 jours que l'équipe choisit pour elle-même ou aller remote, et sur le reste du temps on souhaite conserver cet esprit d'équipe, etc. Alors après on a plusieurs endroits, on peut être à Nantes, à Berlin et à Paris, et on essaie de s'accommoder de ce genre de choses. Voilà aujourd'hui.
Super. Merci beaucoup pour ta réponse rapide, Nicolas. Moi, j'ai la question que Sylvain voulait poser à DHH. On l'avait préparé avant. Nicolas, est-ce que tu as une question en particulier que tu souhaites poser, notamment sur Hotwire ou peut-être sur autre chose? Clairement. Pour la poser, parce qu'on aime et on adore The Railsway. C'est vraiment comme ça, The Railsway, c'est comme ça qu'on a envie de grandir et de continuer. Mais on commence à voir des moyens un peu plus compliqués. Enfin, ça va être un peu plus compliqué de travailler. Là, on est à 150 développeurs. On a un peu peur pour les prochaines années. Comment on va pouvoir séparer un petit peu le scope technico-fonctionnel pour que un new joiner arrive et n'ait pas à tous prendre de Doctolib. Donc, comment conserver The Railsway à 120, à 150 développeurs et plus? Ok, très clair. Est-ce qu'il a des tips? Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Nicolas, Sylvain, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Clément aussi, comme d'habitude. Du coup, j'espère que vous allez rester avec nous pour découvrir pourquoi DHH a créé Hotwire. Et we're going to switch to English right now because it's already 5 p.m. So thank you guys and talk very soon. Thank you. Thank Say hi you. to DHH.